3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Genzier est avec nous ce soir, directeur de la stratégie d'investissement de Cholet Dupont Oudard. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Florent Martini de nous accompagner également. Bonsoir Florent. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes gérant chez Amplegest aujourd'hui et Gilles Guibou avec nous également au plateau. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Responsable des actions européennes chez AXA IM. Parlons des actions européennes justement Gilles. Je vous le racontais avant de prendre l'antenne. Je regardais le pointage ce matin à date des indices européens, la performance depuis le 1er janvier. Et j'essaie d'inclure les dividendes. Le CAC 40 peut être mesuré dividendes réinvestis comme tous les autres indices. Le CAC 40 dividendes réinvestis, c'est moins 4% seulement de baisse depuis le 1er janvier. L'Eurostock 50 avec les dividendes, on doit être sur un moins 5, moins 6 à peine. Je rappelle qu'un portefeuille d'obligations euro, maturité 7-10 ans, un peu moyen, on va dire, c'est moins 15% depuis le 1er janvier. Comment on explique cette performance, et je parle bien de performance, même si elle est négative, des marchés actions européens à un mois à peine de la fin de cette année 2022 ? Ce qu'on avait mis en avant en début d'année, c'est que les marchés étaient à risque du fait de l'évolution attendue des taux. C'est-à-dire que la remontée des taux devait exercer une pression à la baisse sur les multiples de valorisation. Et effectivement, quand on regarde ce qui s'est passé depuis le début de l'année, en début d'année, on avait un multiple de valorisation qui était de l'ordre de 15 fois, on est aujourd'hui à peu près à 11 fois. Et les marchés n'ont baissé que de 6%. Donc en fait, la variable d'ajustement qui est venue, qui permet d'expliquer ça, c'est qu'en fait, les résultats des entreprises, en début d'année, étaient attendus pour l'ensemble de l'année à plus 10, et qu'on va finir l'année à plus 20. Donc en fait, on a des résultats d'entreprises pour l'année 2022 qui ont été au-delà des attentes. Et ça permet d'expliquer l'évolution à court terme. En fait, on a eu des résultats meilleurs qu'attendus. Deux fois meilleurs qu'attendus. Voilà. Si on essaye de se projeter, en revanche, on a des marchés aujourd'hui qui sont revenus sur des niveaux de valorisation qui sont à 11,5 fois en dessous des moyennes de long terme. Ouais. La moyenne de long terme, en gros, sur les marchés européens, elle est à 14 fois. Donc, quelque part, implicitement, on s'attend à une contraction. Alors, soit on s'attend à une contraction des résultats d'entreprise de 30%, et donc, quelque part, on a déjà intégré cette récession qu'on nous promet pour l'an prochain, puisque 30%, c'est une récession moyenne. Soit on estime que, en fait, cette décote, elle est due à autre chose, qui est l'incertitude européenne liée à la proximité du conflit. Quand on regarde, d'un point de vue récession, les dernières nouvelles qu'on a eues, finalement, parce qu'on a eu un automne moins froid que la normale, parce que finalement la récession elle semble être un peu moindre qu'attendue, et les nouvelles dont on fait théâtre, c'est finalement oui, on a une contraction du PMI, mais finalement pas aussi forte qu'attendue, que l'inflation c'est pas bon, mais finalement elle est plutôt en train de ralentir, donc on a plutôt des nouvelles marginalement positives dans un marché où jusqu'à maintenant, surtout en Europe, tous les investisseurs étaient sur la défensive. Donc, quand vous avez tous les investisseurs qui sont sur la défensive et des nouvelles marginalement positives, finalement, ça peut expliquer pourquoi on a eu ce rebond assez violent. Bon, maintenant, il ne faut pas se tromper. On a quand même une inconnue, c'est l'année 2023, et que le risque du conflit russo-ukrainien, il reste là. Donc, il est sans doute trop tôt pour nous. Vous pensez que le marché, qui a quand même une fonction d'anticipation, toujours, c'est pas encore suffisamment projeté ou plongé dans les perspectives bénéficiaires des entreprises, notamment pour 2023 ? C'est-à-dire, le marché à ce stade, il a sans doute corrigé des anticipations qui étaient trop négatives pour 2022. D'accord. Parce que le résultat était meilleur qu'attendu. Pour 2023, on a quand même des inconnus qui sont, finalement, on attendait une récession peut-être un peu plus forte. Le fait que l'hiver soit moins froid et que l'activité en général tienne mieux, finalement, ça sera peut-être pas aussi mauvais. Maintenant, encore une fois, on a quand même des signes de dégradation ici ou là. Pour les sociétés de consommation notamment, ce qu'on voit, et essentiellement pour les sociétés exposées au consommateur final, c'est qu'on a une baisse des volumes. Et cette baisse des volumes, on ne l'a pas vue dans les chiffres, parce qu'en réalité, elle a été complètement masquée par des hausses de prix qui étaient bien plus fortes qu'attendues. Donc pour l'instant, la dégradation de l'activité, on ne la mesure pas complètement. Et sur les marges des entreprises, on ne la mesure pas, parce qu'en fait, les entreprises, dans un environnement où il y avait des ruptures dans la chaîne d'approvisionnement, elles ont été capables de passer toutes les hausses de prix. Donc il va y avoir quand même une question pour l'année 2023 qui va être quid des marges des entreprises
Nous, on pense qu'on devrait quand même assister à une contraction des marges pour 2023, et ce qui fait qu'on devrait avoir pour 2023 sans doute des bénéfices qui devraient être révisés à la baisse. Mais avec un PE de 11 en Europe, comme vous dites, le PE normatif historique, il est à 14. Et un positionnement défensif. Il y a déjà une partie de cette baisse qui est anticipée. Voilà. Et si jamais on devait avoir des bonnes nouvelles ultérieures, on pourrait même finalement avoir... Donc il y a toujours une question entre l'anticipation et le positionnement. Et finalement, quand on s'aperçoit qu'on s'est trompé... Alors, ça ne change pas les perspectives pour des investisseurs de long terme, mais c'est vrai que sur des horizons plus courts, c'est le genre d'éléments qu'il faut prendre en compte. J'entends le point. J'en reviens quand même à l'idée que d'être quasi flat au terme de cette année 2022 pour les indices européens, et quand je dis flat, c'est on partait de niveaux historiques pour les indices européens en début d'année. On n'était pas non plus déjà à la cave. Avec tout ce qu'on a traversé, tout ce que l'Europe traverse encore aujourd'hui, c'est quand même impressionnant, Vincent. Non, mais tout ce qui a été dit là est parfaitement exact. Si on devait ajouter un éclairage complémentaire que je voulais faire, mais auquel tu as déjà répondu, c'est les marges des entreprises et la facilité des entreprises à augmenter les prix, ce qui a permis de dégager des chiffres d'affaires bien supérieurs aux attentes et des résultats bien supérieurs aux attentes. Donc ça, c'est vu. L'autre point, c'est que derrière les indices se cachent des performances très hétérogènes. Si vous n'aviez pas de Total en début d'année, de Thales en début d'année, pas d'Air Liquide en début d'année ou pas suffisamment, il y a quand même des titres qui ont reculé encore de 20, 25 ou 30%. Bien sûr. Donc c'est très hétérogène. Le côté positif, c'est que les titres qui ont beaucoup reculé, ce sont ceux qui ont le mieux anticipé les risques de ralentissement et de récession dans leurs earnings. Donc peut-être qu'on a vu aussi des planchers maintenant sur ces valeurs-là et que le petit changement de tonalité sur les taux d'intérêt, sur l'inflation que l'on espère, va permettre aussi à ces titres de continuer à se comporter un petit peu mieux. Il y a également un rapport qu'on n'a pas fait, c'est le rapport avec les taux. On savait depuis de nombreuses années que la prime de risque en Europe était relativement élevée, en tout cas plus élevée qu'aux États-Unis, mais même par rapport à l'historique, elle était très élevée, et qu'on avait des actions européennes qui étaient quelque part protégées contre une forte remontée des taux d'intérêt. Donc c'est des mécanismes qui mettent du temps à se mettre en place, mais on a quand même contracté aussi un petit peu la prime de risque. Donc les deux facteurs de résilience des marchés actions, c'est les bons résultats pour les raisons que l'on a évoquées, et aussi le fait qu'on a comprimer un petit peu la prime de risque, et ce qui a permis d'absorber les taux, la remontée des taux, et de faire que les actions performent bien par rapport aux obligues. Il y a eu des précédents, les années 93-94. On avait eu à l'époque ce qu'on appelait un crack obligataire, puisque les obligues perdaient 8%. Tu as cité le On va chiffre réviser les références désormais. La vraie référence, ça va être de celle de 2022 maintenant. Les actions ne s'étaient pas effondrées non plus. Non. Il faut rappeler qu'en période inflationniste, alors si on associe les actions à des actifs réels, il y a quand même des actifs tangibles derrière les entreprises cotées en bourse. Oui, c'est ce que vous dites à travers la capacité à reporter des prix et l'effet nominal que ça peut avoir sur le chiffre d'affaires. Oui, ce sont des actifs qui protègent un peu mieux, encore une fois, que l'obligataire, par exemple, qui aura été la classe d'actifs qui aura le plus souffert, sans doute, cette année. Ça dépend du point de départ. On avait des taux qui étaient quand même historiquement bas, et donc il y avait un risque aussi de repontification, de remontée des taux qui était très important. Les actions, elles étaient déjà un peu sous-cotées, elles le sont un petit peu moins, mais c'est vrai que les résultats, eux, sont bons, les marges sont très élevées, et on peut aussi se poser des questions sur 2023. Il y a l'effet que vous avez indiqué sur cette moindre capacité à faire remonter les prix. En tout cas, c'est exactement l'objectif des banques centrales, c'est de brider un peu cette capacité à remonter les prix. Donc pour ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est que la demande soit moins importante. Et on voit que la demande, pour l'instant, elle reste relativement soutenue, donc que ce soit aux États-Unis ou en Europe, parce que le chômage a diminué. Mais la deuxième chose, c'est que dans le prix des inputs, il y a beaucoup d'inputs, donc beaucoup d'entrants, dont les prix étaient hedgés, étaient couverts par les entreprises. Or, toutes ces couvertures, ils les roulent au fur et à mesure. Donc, il y a un certain nombre d'analystes qui mettent également un peu en garde contre le fait que toutes les couvertures sur le prix du pétrole, sur le prix du caoutchouc, sur le prix du PET, etc., du ciment, bref, ça va être peut-être un petit peu plus compliqué. Même si certains de ces prix ont quand même pas mal reflué. Oui, c'est vrai, mais en niveau, on reste sur des niveaux élevés. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a effectivement
la bonne surprise, c'est que 2022 n'a pas été aussi chaotique sur les earnings. Il reste à voir comment ça va se passer sur 2023. Je suis persuadé qu'il y aurait des révisions à la baisse sur l'exercice 2023. L'ampleur va dépendre bien entendu du ralentissement que l'on aura en Europe, puis ultérieurement aux États-Unis. Mais ça ne veut pas forcément dire que les marchés ont un risque de baisse d'un crack devant nous. Parce que de toute manière, le point bas des marchés, il se fait avant la sortie de récession et il se fait aussi avant qu'on ait vu les points bas des earnings. Les analystes révisent toujours avec un certain décalage. Donc le point bas du marché, j'espère qu'on a vu les points bas, qu'éventuellement on ira peut-être les retester ou qu'on reviendra un petit peu en arrière pour ceux qui ont besoin d'acheter, mais que ça n'ira pas plus loin. La grande incertitude pour moi, c'est l'ampleur du ralentissement américain et le point d'atterrissage de l'inflation. Si le point d'atterrissage de l'inflation à la fin de l'année prochaine est 3, super. Mais si l'inflation reste à 5 à la fin de l'année prochaine aux États-Unis, ça veut dire que les banques centrales, leur pivot, elles arrêteront peut-être de monter les taux, mais à un moment donné, on va quand même rester avec des niveaux de taux relativement élevés et ça pèsera un peu sur les valorisations des actions américaines. Florent, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce rallye d'automne, ce rebond d'automne? Et alors, je l'ai beaucoup comparé au rallye de l'été, en cherchant d'ailleurs même les différences qu'il y a pu y avoir entre la composition du rallye de l'été et le rallye de l'automne, qui a été plus européen peut-être d'une certaine manière. Et puis la question alors des entreprises, à travers la lecture du pricing power, qui est un des grands thèmes que vous défendez chez Ampléget. Qu'est-ce qui vous intéresse là dans ces marchés à 6700 points quasiment pour le CAC? Écoutez, Vincent parlait de creux et de points bas. Je pense que les probabilités pour qu'on ait fait un creux indiciel ont significativement augmenté. Je crois qu'il y a plusieurs choses qui ont changé. Déjà sur le volet macro, je pense qu'aujourd'hui on a des éléments concrets et matériels pour construire un narratif autour d'un pic inflationniste et d'un assouplissement des discours des banques centrales, ce qu'on n'avait pas jusqu'à présent. On a eu 2 prints de CPI, celui d'octobre, celui de novembre. Celui d'octobre qui était au-dessus des attentes, mais quand on regardait dans le détail, c'est vraiment la composante loyer qui continue de tirer. Les autres composantes, on voyait commencer à ralentir. Sur le print de novembre, il est ressorti en dessous des attentes. On a eu des prix à la production coup sur coup aux États-Unis, en Allemagne, qui ont été publiés significativement en dessous des attentes. Ce matin, les PMI européens également étaient très intéressants parce qu'en Allemagne, on voit qu'on a la plus faible hausse des coûts des intrants depuis 2 ans. Donc ce qui a changé, c'est qu'on peut construire aujourd'hui un narratif autour de ce pic inflationniste. C'était moins le cas cet été, par exemple. C'était plus difficile cet été de s'appuyer avec conviction sur cette idée. Tout à fait. Le deuxième volet, il est plus micro. Et je crois que les publications et la saison des publications des entreprises a changé un petit peu le sentiment des investisseurs et la perception des investisseurs sur le scénario macro, parce qu'on a eu quand même des discours relativement optimistes de la part des chefs d'entreprise. Je crois que le terme récession, il apparaît dans 25% de moins de communiqués par rapport au T2, donc il y a quand même un petit peu plus d'optimisme. Et puis, il y a le fait qu'il y ait beaucoup de chefs d'entreprise qui aient parlé de détente des chaînes d'approvisionnement. J'étais frappé par le discours de Caterpillar, qui disait que ils n'arrivaient pas jusqu'à présent à fournir leurs distributeurs et que là, ça y est, ça faisait un petit peu un effet ketchup, que c'était parti, quoi. Donc ça, à mon avis, ça a modifié un petit peu la perception des investisseurs on est parti d'un scénario qui était très noir en septembre et très sur une récession très dure. Aujourd'hui, je pense que le scénario central va plus vers une récession douce. Et puis, même si en Europe, on a parlé des earnings avec Gilles, mais même si en Europe ça se voit pas trop, aux États-Unis, les révisions de bénéficiaires commencent un petit peu à se matérialiser. Là, sur le T4, on attend une décroissance des BPA de l'ordre de 2%, alors qu'on était parti de 9% de croissance au début de l'année. Donc il y a du travail qui est fait quand même. Sur les 2 prochains trimestres, si on exclut le secteur de l'énergie, qui a une croissance de BPA exceptionnelle, c'est pareil, ça commence à se matérialiser. Donc ça, c'est un argument un petit peu en moins pour les baissiers de dire que je vais acheter quand la fin des révisions sera terminée. Et puis le dernier volet, c'est un petit peu plus technique et comportemental. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la séance du 13 octobre dernier aux États-Unis. Jour de publication de l'inflation. Exactement. Donc les marchés ouvrent en très forte baisse sur des niveaux techniques très importants. Et c'est la première fois depuis 9 mois qu'on est monté sur une mauvaise nouvelle. Et ça,
C'est pas si anecdotique que ça, parce que ça montre qu'il y a un changement un petit peu de sentiment et il y a un tournant psychologique chez les investisseurs. On a eu un renversement sur cette séance du 13 octobre intraday pour le S&P 500. Quasi historique. Historique. De 5 points, plus de 5 points peut-être entre le bas et le haut. Le Nasdaq, et ça, c'est des séances effectivement où on peut dire qu'il se passe quelque chose. Voilà, moi je pense que c'est pas anecdotique. Et le deuxième point, c'est que le point bas de ce fameux 13 octobre, en termes de participation, donc de nombre de titres qui étaient bien orientés, il y avait 2 fois plus de titres qui étaient bien orientés par rapport au point bas du mois de juin, qui était sur un niveau plus élevé. Donc ça, je l'explique par le fait que c'est les grosses capis aux États-Unis qui ont été attaquées sur la fin de la baisse. Mais derrière, quand on soulève le capot du marché, on voyait qu'en fait, la pression vendeuse avait quand même significativement diminué. Donc ça, c'est un point qui est très intéressant. Et puis le dernier point, c'est le fait que je pense que le marché est quand même un peu plus risconne là, ces derniers temps, ça se voit. Le Russell 2000, il est en train d'essayer d'opérer un retournement relatif face au S&P. Vous avez les secteurs assez défensifs qui ont normalisé leur surperformance depuis le début de l'année. En revanche, les secteurs de croissance un peu plus cycliques, ils font le chemin inverse. Et puis il y a le DAX qui a repris 20% par rapport à ses points bas. Donc ça, techniquement, on est sorti d'un bear market. Voilà. Donc il y a beaucoup d'éléments qui me laissent penser qu'on a fait un creux indiciel. Et je serais très étonné qu'on fasse un point bas beaucoup plus bas que ce qu'on a fait. Voilà. C'est déjà un socle important quand même. L'autre différence notable, me semble-t-il, par rapport au mois de juillet, c'est qu'en fait, au mois de juillet, effectivement, on parlait déjà du pivot, ce qui avait permis au marché de remonter, mais on évoquait beaucoup plus la récession. Et donc, donc il y a un secteur qui avait bien fonctionné en début d'année, qui s'était complètement retourné par la suite, c'était le secteur financier, notamment des banques. Fin septembre, qui était au plus bas. À nouveau, en termes de valorisation, de price to book, on avait tout effacé sur le secteur bancaire. Et en réalité, les résultats du T3 ont permis de rappeler une évidence, quelque chose dont on avait déjà discuté plusieurs fois sur ce plateau, c'est que la remontée des taux, ça avait un impact très important sur les marges d'intérêt des banques. Et en fait, on a commencé à le mesurer à l'aune de ces résultats du 3e trimestre. Et donc, effectivement, on a vu que les résultats des banques étaient très, très bons. Et en fait, ce dont on s'aperçoit depuis l'été, parce qu'effectivement, quand on regarde les chiffres en agrégé, ça peut être un peu trompeur. On se dit, finalement, c'est stable, les résultats ne sont pas révisés à la baisse, pas vraiment pour 2023. En réalité, on voit que l'énergie continue à être révisée à la hausse depuis 3-4 mois, parce que les niveaux restent élevés. Et en fait, l'autre secteur qui bénéficie de révision à la hausse et qui a un gros poids dans les indices, c'est le secteur bancaire. Et en réalité, on commence à voir des dégradations ailleurs. Et on assistait là récemment, ces derniers jours, à une conférence financière en Italie, donc un pays qui est toujours perçu comme étant très risqué. La principale banque italienne, Banca Intesa, rappelait ce chiffre, c'est que les attentes, toutes choses par ailleurs, les attentes pour leur marge d'intérêt en 2023, c'est de passer de 9 à 11 milliards, compte tenu de la remontée déjà enregistrée des taux d'intérêt. C'est-à-dire une remontée quasiment de 25%. Ce qui fait que et aujourd'hui, ça ne s'est pas factorisé complètement pour les analystes. Et c'était le cas d'Intesa, mais c'était le cas de toutes les autres banques présentes. Ça veut dire qu'en réalité, on a des animaux dont les résultats vont fortement s'améliorer si on évite la récession forte, vont fortement s'améliorer et qui, en plus, vous versent des dividendes qui sont entre 5 et 10%. Donc là, il y a sans doute un repricing à opérer, une réappréciation à opérer, alors qui s'est faite, mais les banques aujourd'hui, elles sont revenues. Les seules banques qui avaient tenu depuis le début de l'année, c'est les banques espagnoles. Et toutes les autres étaient en négatif. On a vu le mois d'octobre a été très favorable aux stocks 600 banques. Enfin, je veux dire, les banques ont vraiment... Mais en fait, elles ont réagi sur les résultats. Est-ce qu'il y aura suffisamment d'investisseurs qui auront envie d'investir dans des banques au moment où la récession arrive ? Il y a un truc un peu quand même mais c'est ce qui fait dissonant de ce point de vue-là. C'est ce qui fait qu'ils étaient sur le reculoir. Et c'est là où la profondeur de la récession aura un impact. Si on a la sensation que finalement la récession sera plus technique, et c'est pour ça que c'est un secteur, c'est difficile de faire venir, de dire voilà, il faut être très boule sur les banques. Mais concrètement, c'est si effectivement on pense que la dégradation est moindre, il y a sans doute quelque chose à faire, parce qu'il faut quand même se rappeler que, d'abord, les systèmes de provisionnement dans les banques ont changé. Maintenant, c'est des provisions qu'on fait en anticipation, ce qui fait que les banques, en anticipation du Covid, avaient fait énormément de provisions.
Le risque s'est pas matérialisé, donc normalement, elle devrait relâcher les provisions. Et donc, la récession qui pourrait arriver, en fait, pourrait tout à fait... L'augmentation du coût du risque pourrait tout à fait être compensée par... La baisse des provisions, Covid. Et donc, en fait, avoir un impact sur les résultats des bancaires assez neutre. Ouais. Ça va dépendre de l'ampleur de la récession. Ouais. Donc, ça reste un secteur compliqué et qu'il est facile d'oublier. Mais la réalité, c'est que c'est quand même un secteur qui est fortement payeur de dividendes. À un moment donné où les taux remontent, où on ne sait pas où, c'est pas forcément... Donc il faut des banques pour 2023. Un peu. Je pense que la diversification est bonne et qu'avoir les plus solides, c'est pas forcément une mauvaise idée. Non, mais ça fait partie des secteurs qui étaient un peu au tapis. Et on voit bien que revenu au tapis. Certaines valeurs de distribution relativement cycliques ou de consommation relativement cyclique price également une très forte récession. Regardez les ratios de Sèvres, regardez même un Fnac. Bien sûr, il y a encore de l'incertitude. Mais quand on sortira de la récession, qu'est-ce qui va monter? Air liquide ou les valeurs qui étaient au tapis? C'est toujours le même jeu. Quand on sort de récession, on va acheter celles qui ont le plus pricé le ralentissement. Oui, mais sachant qu'on n'est pas encore dans la récession, est-ce que c'est déjà le moment de se positionner pour une sortie de récession? J'ai l'impression qu'il y a un blocage quand même psychologique par rapport à l'idée d'investir de manière un peu plus cyclique, alors même que la récession n'est pas encore matérialisée. Il y a encore un blocage en Europe, c'est la sortie des anciens leaders. Aux États-Unis, moi, ce qui me frappe, malgré le rebond du marché, c'est que depuis 2-3 mois, les GAFA sont à la traîne en relatif. Elles sous-performent. Quand on voit le poids que ça représente dans l'indice, ça explique une bonne partie de la sous-performance du marché américain depuis 2 mois. D'ailleurs, on regarde le Dow Jones maintenant pour se rassurer. Ça représentait 25% du S&P. Les GAFA, ça représente plus que 18. Donc en réalité, on voyait bien comment Et en parallèle, l'ajustement est en train de se faire, parce que les investisseurs vont sur des pétrolières, reviennent aussi sur des bancaires. Donc ça participe à un rééquilibrage du marché qui est réconfortant, parce qu'on se dit que les chances d'aller beaucoup, beaucoup plus bas, elles diminuent à cause de ça. Il n'empêche que en Europe, on a aussi des grandes valeurs de croissance qui se sont déjà repricées, mais... on a du mal également à les voir reprendre un fort leadership. Que ce soit dans le luxe, que ce soit dans des croissances industrielles, type Schneider, etc. Donc, il y a peut-être quelque chose de long qui est en train de s'installer pour ces valeurs-là, qui auront été les valeurs stars de la décennie passée. Malgré le fait que les taux longs rebaissent, elles en profitent un petit peu moins que d'habitude. Et c'est peut-être un message qui nous dit on va éviter un nouveau point bas, si la récession n'est pas majeure, évidemment. Mais à côté de ça, le marché, pour aller plus haut, doit continuer à faire ses rééquilibrages. Et il ne peut pas aller trop vite. Voilà. Et c'est peut-être le seul bémol qu'on peut avoir après ce grand rallye de soulagement qui est appuyé quand même sur des nouveaux objectifs que vous avez cités, c'est qu'il ne faut pas non plus aller trop vite. Malheureusement, les marchés écoutent rarement le rationnel. Donc, on peut aussi penser que le rebond technique que l'on a, il va continuer encore un petit peu, et que derrière, effectivement, on aura peut-être une petite rechute opportune. Comment vous regardez justement les leaders d'hier dans la perspective de demain, Florent? Bon, les GAFAM au sens large, je ne veux pas réduire à seulement quelques valeurs, mais bon, quand même, le top 10 des TerraCap ou des méga-cap américaines, le luxe chez nous en Europe. Quand vous regardez la baisse des prix, le dégonflement des valorisations, est-ce que vous dites qu'il y a quand même des points d'entrée pour ces valeurs-là, qui sont des groupes pérennes? Je veux dire, il n'y a pas de doute sur l'existence demain de LVMH ou de Apple, sur les niveaux des marges peut-être, mais en tout cas sur la pérennité de ces business-là, on n'est pas dans le monde de la tech non profitable, évidemment. Non. Quand on est investisseur croissance, est-ce que on a envie de revenir sur ces valeurs-là avec l'idée qu'il y a peut-être un leadership qui n'est pas totalement terminé, ou est-ce que non, il faut refermer cette parenthèse? Et c'est dur, il ne faut pas tomber amoureux de ces valeurs, on dit dans ces métiers, donc c'est dur de passer à autre chose quand ces valeurs-là ont porté quand même le marché pendant des années. Bien sûr, bien sûr. Alors, moi, je ne vais pas trop parler de secteur, je vais plutôt parler de facteurs. Moi, ce qui m'a semblé intéressant dans le rebond de marché, c'est que le facteur qui a surperformé, c'est le facteur de la qualité. Et alors, la qualité, ce qui est intéressant, c'est qu'on en trouve dans tous les secteurs du marché. Parce que, en fait, quand bien même le scénario central est plutôt sur une récession douce, la visibilité, elle est quand même assez faible. Et puis quand bien même on est sur un scénario de pic inflationniste,
la capacité à conserver ses prix, et vous savez que chez Amplegest, on regarde beaucoup les choses sous l'angle du pricing power, devient de plus en plus compliqué. Parce qu'on voit bien que la demande va ralentir. Donc, la qualité, c'est-à-dire qu'on va chercher des entreprises qui ont de la visibilité, qui ont la capacité de garder un niveau de marge important, qui ont de la qualité dans la gestion opérationnelle aussi et managériale. Et ça se voit tout de suite dans les publications. Une des publications qui était très marquante pour moi la semaine dernière, c'est dans le retail américain, par exemple. Vous avez une disparité de discours entre un Walmart et un Target, par exemple, qui est impressionnante. Walmart qui a réussi à gérer le problème de stockage qu'ils avaient eu en début d'année, qui disent qu'ils arrivent à conserver leur marge, qui vous racontent que donc les niveaux stock étaient bien gérés, que la début de saison des fêtes se passe bien. Et en revanche, vous avez Target qui dit que les niveaux de revenus et de marge se sont significativement dégradés sur la fin du T3 et que ça va continuer au T4. Et ça, c'est vraiment de la qualité de gestion opérationnelle. Ouais, je comprends. Voilà. Donc, effectivement, dans la qualité, il y a les classiques. Et nous, on est revenu, alors ça fait un petit moment, sur les valeurs du luxe, parce que les méga trends sont là, de toute façon, et que ce sont des titres qui sont quand même leaders de marché, en dépit du fait que ça a été le rebond les a mis en avant, et il y a eu des publications qui étaient exceptionnelles, mais la qualité, on va la chercher aussi dans des secteurs plus cycliques. La chimie, par exemple, vous avez une ligne 2 qui a une visibilité sur des contrats à plus de 10 ans, qui est sur des thématiques séculaires. Et alors, pour moi, le secteur qui est leader aujourd'hui, c'est un peu contre-intuitif, c'est le secteur de l'industrie. Et là, vous avez deux thématiques qui ressortent extrêmement bien. C'est la thématique d'optimisation opérationnelle et la thématique de l'optimisation des coûts énergétiques et de l'accélération de la transition énergétique. Et Siemens, par exemple, a fait une publication vraiment très très forte. Schneider, c'est exactement le type d'entreprise qui remplit cette mission-là. Et aujourd'hui, ce sont des titres qui sont remis en avant par le marché. Et qui ont du pricing power. Parce qu'on a beaucoup parlé du pricing power, et c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, c'était très B2C. On s'adressait au client final, mais dans la chaîne, en B2B, d'entreprise à entreprise, c'est peut-être là même d'ailleurs où il y a une capacité à tenir ses prix qui est plus importante aujourd'hui. Et aujourd'hui, les entreprises ont tellement besoin d'optimiser leur gestion opérationnelle pour faire des économies de coûts et d'accélérer sur la transition énergétique, que ce type d'entreprise-là a un pricing power qui est très fort. Ce qui est encore plus fort pour ce type d'entreprise, c'est qu'en fait, la hausse des prix de l'énergie, le renchérissement des prix de l'énergie, rend leur offre beaucoup plus attractive et beaucoup plus intéressante, puisque les retours sur investissement sont plus rapides. Donc en fait, dans certains cas, le contexte leur est favorable. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de consommation quand même? Vous évoquiez la perspective alors d'une dégradation de la conjoncture aux États-Unis, peut-être pas avant mi-2023. Je rappelle, il y a encore quelques mois, on imaginait que c'était au Q4, la récession. On pensait qu'en Europe, ce serait au Q3, ça ne l'est pas encore, etc., etc. Donc on décale un peu dans le temps cette idée de la récession, sachant que le consommateur américain est quand même le moteur principal de l'activité économique aux États-Unis. Quel état des lieux on peut dresser pour le consommateur américain? Ce sera Black Friday vendredi. On sort d'un mois d'octobre qui a été bon sur le plan des ventes au détail. On a vu un chiffre qui a surpris à la hausse. Est-ce que le consommateur américain en a encore sous la pédale, comme on dit vulgairement? Alors, le consommateur américain est en train de brûler les cartouches. Il le fait volontiers parce qu'on a un environnement macro qui ne s'est pas dégradé jusqu'à présent. On a une baisse du chômage, on a une hausse des revenus, même si éventuellement il baisse un petit peu par rapport à l'inflation dans certains cas. Mais le fond n'est pas stressant pour le consommateur. Et même l'inflation que l'on a connue aux États-Unis n'a pas l'air d'avoir freiné vraiment les dépenses de consommation. Parce qu'on est toujours sur le même effet qui s'est mis en place à la sortie du Covid, c'est-à-dire que les ménages américains ont épargné 10 à 12% du PIB en épargne excédentaire. Alors certes, en ce moment, ils n'épargnent plus mois après mois, parce que les taux d'épargne mensuels ont baissé, mais ils ont encore un stock. Et le seul
précédent sur lequel on puisse se comparer, c'est ce qui s'est passé à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, où l'économie était hyper booming parce que tout le monde fabriquait des armes et donc tout le monde avait du boulot et puis on ne pouvait pas dépenser parce qu'on fabriquait des chars d'assaut et pas des iPhones, donc il n'y avait pas grand-chose à acheter. Mais donc c'est pareil, ils ont accumulé 10-12% d'épargne. Et il leur a fallu 1 an et demi pour normaliser la consommation qu'ils faisaient en utilisant cette épargne. Donc ce que disent les stratégistes américains ou les économistes américains, c'est que quelque part dans le courant du premier trimestre ou du deuxième trimestre américain, l'excès d'épargne américain n'aura pas disparu, mais les consommateurs vont moins l'utiliser. D'accord. Et donc ils vont revenir à un rythme de consommation beaucoup plus normal. D'accord. Le rattrapage des dépenses de consommation, on va dire, aura été fait. Et l'utilisation rationnelle de cet excès d'épargne. Voilà. Donc, derrière, on va avoir des éléments comme la baisse du chômage qui va quand même ralentir. On va avoir l'effet de la hausse des taux qui pèse sur l'immobilier, même si, pour l'instant, ce n'est pas non plus dramatique. On a toujours le petit côté Chine, demande adressée par la Chine vis-à-vis des États-Unis. Et on a également pour les grands GAFA qui étaient des grands pourvoyeurs d'emplois et qui en ce moment sont en train de réduire, voire en tout cas réduire les recrutements, voire licencier un petit peu, qui sont quand même assez sensibles au ralentissement qu'on a vu dans le reste du monde. Et il y a quand même des facteurs qui se mettent en place qui militent pour que les États-Unis tangentent au minimum la récession. Voilà. Donc on a eu, pour d'autres raisons, une bonne année 2022 aux États-Unis. Le début de 2023 ne sera pas dramatique, mais on peut quand même se poser des questions sur les conséquences définitives de la remontée des taux sur l'économie américaine. On a quand même beaucoup de signaux aujourd'hui anticipateurs qui sont la courbe des taux, que ce soit le 2 ans, 10 ans, le 3 mois, 10 ans, les indicateurs avancés, qui nous incitent à être vigilants. Et donc la Fed n'avancera pas prudent, c'est trop tôt pour être prudent, mais il faut quand même être vigilant parce que la deuxième partie de l'année, que la Fed fasse son pivot ou non, ça va être difficile d'éviter le... Il y a déjà plus de 300 points de base de choc monétaire embarqués. Bien sûr. Mais donc oui, donc une baisse de la demande, ça me semble quand même un peu logique. Et ça justifie que la Fed ne fasse que 50 points de base le mois prochain et peut-être moins encore après. Bien sûr. On continue d'avancer, mais à des pas beaucoup plus et puis, mesurés. Personne aujourd'hui n'est capable de mesurer le rythme de ralentissement de l'inflation. On est assez convaincu, en espérant qu'on a bien vu le pic, mais est-ce qu'on va ralentir très vite ou est-ce qu'on va garder un taux d'inflation aux alentours de 5% en fin d'année prochaine? Aujourd'hui, on ne sait pas encore. Moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de facteurs extraordinaires qui sont en train de se dégonfler, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc, je pense quand même qu'on peut avoir de bonnes surprises dans l'inflation, mais est-ce que les marchés vont l'anticiper suffisamment vite ou trop vite? On ne sait pas. Bon, dans les faits qui marquent l'actualité, il y avait quand même l'aspect crypto, je ne sais pas, c'est un sujet périphérique, on va dire, dans cette émission, mais quand même, il y a une faillite retentissante. Alors, je ne sais pas, Florent, je me tourne vers vous, vous êtes le plus jeune autour de la table. non, mais même si ce n'est pas votre univers d'investissement, évidemment, je le précise, c'est quand même forcément un sujet que tout le monde a un peu regardé, plus ou moins en profondeur. Le scandale FTX, on a l'impression que c'est un cas d'école et peut-être d'ailleurs une répétition de ce que l'histoire nous enseigne depuis longtemps maintenant en matière d'exagération, d'hubris, etc. Non, mais vous savez que j'aime bien regarder les choses d'un point de vue comportemental et là il y a tous les éléments, comme vous dites, c'est un cas d'école comportementale, c'est-à-dire qu'on a commencé par les retail qui ont commencé à être un petit peu massacrés sur ce marché-là, puis des fonds leveragés qui ont sauté et puis enfin des faillites comme FTX, voilà. Donc la seule chose que je peux dire, c'est que même si nous, on n'investit pas sur ce type d'actifs parce que c'est beaucoup trop volatile pour nos clients, la seule chose que je peux dire, c'est qu'il y a tous les éléments d'une purge et d'une fin de baisse qui sont là, quoi. Donc voilà, moi, c'est le seul élément que je peux commenter sur les crypto-monnaies. Bon, c'est une histoire classique. Enfin, dans l'histoire des marchés, on retiendra cet épisode comme une histoire supplémentaire. Je pense que c'est un exemple supplémentaire de ce à quoi l'avidité peut mener en termes d'absence de réflexion. C'est-à-dire que à ce stade,
on peut comprendre l'idée de Mais vous savez que si vous dites ça, il y a des gens qui vous diront encore aujourd'hui, vous n'avez rien compris. Non, mais encore une fois, on peut comprendre ce que c'est que la blockchain. La question, c'est que j'ai toujours pas compris comment était déterminée ou comment pouvait s'établir la valeur d'un bitcoin. Donc, c'est que simplement une confrontation. C'est pas ton sujet de FTX là. Là mais voilà. oui. Et donc sur FTX, effectivement, on a régulièrement, quand on a ce type de comportement et d'enthousiasme, on ouvre la porte à des fraudes ou à des bon. La question de fond pour moi, c'est aujourd'hui en tant qu'investisseur, je trouve que c'est intéressant, mais qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment est déterminée la valeur d'un bitcoin. Parce qu'aujourd'hui, si je veux payer en bitcoin, il y a plein d'endroits où je ne peux pas le faire. Donc moi, quand on me dit que c'est une monnaie, non, je suis désolé. Donc aujourd'hui, voilà, il y a des choses qui sont intéressantes, c'est quelque chose qu'on regarde, mais le fait est, c'est que c'est pas quelque chose qui est... Voilà, une monnaie, c'est quelque chose... Ouais, je parle vraiment de l'écosystème qui s'est créé autour de ces crypto-actifs, à travers notamment les plateformes d'échange type FTX. Ce qui se passe là montre que c'est systémique pour l'écosystème crypto, ça l'est pas pour l'écosystème des marchés traditionnels. On peut toujours affirmer ça aujourd'hui. Alors, ce qui va être intéressant, c'est que c'est toujours comme ça, quand il y a des pertes, il semblerait que ce soit assez bien... protégé. Maintenant, il ne serait pas surprenant de voir que ici ou là, une banque, un fonds ait pris une paume sur... Ah bah oui, si, on a les noms. Hein. Oui, on a les noms. Mais Sequoia, Tiger, BlackRock, tous quoi. Oui, la question c'est... SoftBank. C'est relativement... Oui, d'accord. C'est des gens qui peuvent perdre un peu d'argent. Qui peuvent perdre un peu d'argent et c'est relativement circonscrit. SoftBank non mais trouvé, hein. Oui. Et c'est relativement circonscrit. Ouais, je comprends. À partir du moment ça fait pas de vague au-delà de... C'est pas un Lehman. Ouais. Bon. Ça semble pas être systémique. Ça l'est pas. Je dis simplement qu'avant l'an 2000, on te disait, mais si vous avez de l'air liquide, vous n'avez rien compris. Mais oui, à la techno. mais je sais bien, mais plein de gens m'ont rappelé qu'on tenait ce genre de discours. Vous n'avez rien compris, monsieur. Non, mais c'est vrai que c'est la valorisation. La blockchain va peut-être continuer sur le plan industriel et technologique. Oui, mais Internet n'a pas disparu avec les mais la valeur du Bitcoin, c'est un grand mystère. Et il faut savoir aussi que quand on dégonfle une bulle, l'exemple japonais, le Nasdaq, nous montre en termes d'indices qu'on met du temps à remonter. Ah ouais. On a un encéphalogramme plat pendant un bon bout de temps. Un mot pour finir, messieurs. Voilà. L'investissement aujourd'hui, alors après un rebond comme celui-là, tactiquement, Vincent, comment il faut procéder? Et puis, est-ce que néanmoins, on a envie quand même d'avoir un peu plus de risques embarqués malgré la vigilance dont il faut encore faire preuve? Moi, je ne suis pas certain qu'il faille vraiment augmenter le niveau de risque aujourd'hui. Parce qu'on a déjà fait une bonne partie du chemin et que même si ça continue à monter, je pense qu'il faut être plus vigilant sur la composition des portefeuilles et effectivement, à l'intérieur des portefeuilles, avoir des titres un petit peu plus risqués qu'avant, donc être un peu plus équilibré entre la value, la croissance, le défensif, le cyclique, etc. Surtout que il y a de quoi faire son marché. Quand même, il y a eu des ajustements de valo dans tous les compartiments, donc on peut trouver. Donc, moi, j'attendrai quand même un petit, probablement le début de l'année prochaine pour être davantage convaincu de me dire, voilà, on était neutre sur les actions, on redevient franchement surpondéré. D'accord. Je pense que c'est un petit peu tôt. Mais à côté de ça, les risques de rechute ont également baissé, donc il faut savoir être endurant et il ne faut pas non plus avoir peur. Ceux qui ont peur peuvent profiter des niveaux actuels s'ils veulent alléger. Mais je pense qu'on a quand même des éléments objectifs qui, pour les 6 prochains mois, peuvent nous permettre d'avoir des marchés plus hauts. Rapidement, Florence, marché de stock picker, c'est déjà des marchés où on achète là? Alors, c'est vrai qu'à très court terme, on a fait un gros rebond et on arrive sur des niveaux techniques un peu difficiles à passer sur les indices américains notamment. Donc à très court terme, peut-être qu'il faut attendre des replis. Néanmoins, oui, je crois qu'il y a beaucoup d'idées dans ce marché. Il y a beaucoup de choses à faire. Je ne serai pas trop gourmand sur les replis pour me repositionner. Et nous, on a déjà commencé à le faire. Et on va mettre des replis à profit pour continuer. Gilles? Moi, pour complémenter ce qu'il m'a dit, peut-être ce que je retiens, c'est qu'on est effectivement, on a en face de nous sans doute une révision à la baisse des résultats dont on ne connaît pas l'ampleur. Ouais. Néanmoins, dans ce marché, il y a quelques secteurs dont on peut
percevoir que l'année 2023 ne devrait pas être mauvaise et on a assez bonne visibilité sur la croissance des résultats. Donc banque, vous avez dit. Alors je disais les banques, mais je rencontrais une société comme Sodexo, qui avait, compte tenu de la nature de ses contrats et des effets embarqués, devrait permettre de pouvoir délivrer de la croissance. Et donc j'essaierai d'identifier ces entreprises qui donnent de la visibilité sur la croissance, même si elle est raisonnable, 5-10% pour l'année 2023, à partir du moment où on ne paye pas des prix excessifs. Parce qu'on est encore dans un marché où il faut être attentif aux valorisations. On continue à bien aimer des sociétés comme ASML, L'Oréal. Le problème, c'est que c'est des très belles boîtes et ce n'est pas le sujet. Oui. C'est que ça reste quand même des sociétés qui, compte tenu de leur valorisation actuelle, qui restent élevées, l'espérance de... si jamais on devait revoir à la baisse les résultats, pourraient être un petit peu plus sensibles. Quand vous achetez un Prysmian ou un Sodexo, les valorisations, en fait, vous protègent et vous avez la visibilité sur les résultats. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Gilles Guiboud, AXA IM, Florent Martini, Amplégest et Vincent Genzi, Cholet, Dupont, Oudart. Il y en a trop là maintenant. Ça devient compliqué. Cholet, Dupont, Oudart. Merci beaucoup, messieurs. Merci.